un point ce matin sur l'état des connaissances sur la variole simienne, l'évolution de la situation épidémique, mais surtout aussi sur les mesures prises ou envisagées par les autorités sanitaires, en particulier en termes de vaccination. Et je les remercie de leur présence. Et nous allons entendre ce matin le professeur Xavier Lescure, qui est infectiologue à l'hôpital Bichat, Monsieur Bruno Coignard, directeur des maladies infectieuses, et Monsieur François Beck, directeur de la prévention et de la promotion de Santé publique France, et le docteur Clément Lazarus, adjoint à la sous-directrice veille et sécurité sanitaire, qui représente la Direction générale de la santé. J'indique que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo retransmise en direct sur le site du Sénat. Je salue nos collègues qui assistent à cette réunion par visioconférence. Et pour commencer, je vais passer la parole au professeur Lescure. Madame de Roche, mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs, j'essaie de parler près du micro. Je vais vous dresser un résumé de la situation clinique. Je pense que c'est ce qui m'est demandé aujourd'hui. Je pourrais avoir des remarques aussi sur les évaluations ou les évolutions en termes épidémiologiques, mais SPF est là, et sur les contraintes opérationnelles en termes de prise en charge et de traitement, pour vous donner un état des lieux du terrain. Pour vous résumer rapidement la situation clinique, on a affaire à une variole simienne qui jusqu'alors n'avait pas beaucoup dépassé les zones d'endémie, qui se présentait dans le cadre de zoonoses essentiellement, avec une transmission interhumaine peu fréquente, qui touchait essentiellement les chasseurs ou les enfants qui étaient en contact avec les animaux porteurs du virus, essentiellement les rongeurs et les singes, et qui, sur cette infection virale à gros virus à ADN enveloppé qui est assez résistant en milieu inerte, provoquait sur la phase virémique d'invasion systémique des signes généraux de type fièvre, syndrome pseudo-grippal. Et ensuite, on voyait l'émergence de lésions cutanées ou cutanéo-muqueuses, d'évolution monosynchrone, c'est-à-dire en une seule phase de la maladie, qui touchait essentiellement la peau, avec des lésions qui durent environ 3 semaines avant de cicatriser une fois que les croûtes tombent et pouvant laisser des séquelles cicatricielles dysesthétiques. Le pronostic de cette maladie connue en zone d'endémie est variable en fonction des régions et des sous-types viraux. Sur les données qu'on a, et on pense qu'elles ne sont pas forcément très précises en termes de dénominateur par rapport au nombre de patients touchés, par rapport au contexte de la zone d'endémie, on considère que la mortalité est d'environ 30% pour le sous-type viral évoluant en zone d'Afrique centrale et de 10% en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, le sous-type viral qui s'est disséminé en dehors de la zone d'endémie est celui d'Afrique de l'Ouest, qui a une mortalité moins sévère. Ça, c'est le contexte. Aujourd'hui, depuis le début du mois de mai, on a, comme vous le savez, une diffusion au-delà de la zone d'endémie. C'est déjà arrivé. La particularité, c'est ces modes de transmission, et je laisserai détailler SPF, mais la particularité, c'est que ça va avoir un impact sur la présentation clinique. Aujourd'hui, et c'est inédit, on a une transmission interhumaine assez dynamique dans une communauté particulière avec des modes de transmission qui sont essentiellement les rapports sexuels dans le cadre de multi-partenariats. Et ça survient sur un terrain qui est assez systématique. Donc on retrouve des hommes qui sont en général jeunes et qui ont très peu de comorbidités. On a des patients qui sont séropositifs au VIH, mais la plupart sont très bien contrôlés, ne présentent pas d'immunodépression. Nous n'avons pas de forme grave, mais dans la population d'aujourd'hui, ce sont des patients qui ne présentent pas de facteur de risque de gravité de cette maladie, qui est essentiellement les enfants
les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. La particularité clinique de cette sortie de la maladie de sa zone d'endémie est liée probablement au mode de transmission, puisqu'on a des lésions qui sont essentiellement, en tout cas dans un premier temps, génitales ou périgénitales, et qui vont évoluer aussi avec la même chronologie classiquement, mais on voit régulièrement des évolutions qui sont atypiques avec des récurrences proches de la première, entre guillemets, floraison. C'est-à-dire qu'on a l'impression que cliniquement, vous avez plusieurs éruptions cutanées qui ne sont pas décrites dans la maladie classique de zone d'endémie, qui pourraient laisser envisager une physiopathologie différente ou de potentielle recontamination. Par ailleurs, par rapport à la spécificité des modes de transmission, on a des cas plus fréquents de rectite et de pharyngite qui probablement sont liés au mode de transmission dont on ignore aujourd'hui les séquelles potentielles au niveau fonctionnel. Aujourd'hui, on a en France, de ce qu'on peut en voir sur les dénominateurs, et en tout cas de l'expérience de Bichat et de la Pitié, on a à peu près la même évaluation au lit du malade, c'est que la gravité est faible, mais autour d'un panel de 500 patients diagnostiqués pour Bichat-Pitié, on a plus de 25 hospitalisations. Ce n'est pas complètement négligeable. Par contre, il faut préciser que ce sont des hospitalisations qui ne sont pas en réanimation, qui ne grèvent pas le pronostic vital et qui sont essentiellement des atteintes oculaires, des kératites, des atteintes rectales ou des surinfections bactériennes qui est, sur la zone d'endémie, la principale cause de gravité, voire de décès, sur un accès aux soins qui est limité et un accès aux antibiotiques qui est parfois restreint. Voilà en gros pour la situation clinique que je peux dresser aujourd'hui avant les questions éventuelles. Alors, qui prend la suite? Santé publique France? Vous avez on ne peut pas le passer là, le diaporama. Si, on va passer un diaporama. Vous souhaitez vous appuyer? On le passe tout de suite? Oui, s'il vous plaît, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Donc, je vais vous dresser un point de situation épidémiologique. Voilà, quelques diapos juste parce que ça passe mieux avec des figures. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Si on peut avoir la diapositive suivante. Voilà, donc peut-être un mot pour revenir sur l'alerte initiale qui date de mai 2022. L'alerte a été émise par les autorités sanitaires de Grande-Bretagne, par un système européen qui permet aux États membres et à la Grande-Bretagne également d'échanger des messages d'information sanitaire de manière rapide. Et donc ce message a été reçu par la DGS et Santé publique France le samedi 14 mai et faisait état de 2 cas confirmés chez une mère et un nouveau-né, d'infection à monkeypox avec un cas index qui était le conjoint et surtout sans notion de voyage ni contact avec des voyageurs. Et ça, c'était des cas qui dataient du 12-13 mai. Donc, la date du 14 mai, les Anglais rapportaient aussi 4 cas confirmés chez des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, sans non plus notion de voyage ni de contact avec des voyageurs. Et donc, c'était très fortement en faveur d'une transmission autochtone sur le territoire de Grande-Bretagne. Donc ce message a été bien reçu par nous-mêmes et nos collègues de la DGS. Nous avons eu une première réunion le lundi pour effectivement analyser ce signal parce qu'il était atypique. Les notifications précédentes concernaient toutes des importations avec des gens qui avaient voyagé en Afrique. Le Portugal, secondairement, a aussi confirmé ses premiers cas. Au départ, il faisait état aussi de syndrome infectieux similaire avec des lésions cutanées chez des homosexuels masculins sans diagnostic étiologique, mais ils ont recherché monkeypox suite à l'alerte anglaise. Et donc, nous avons mis en place dès le 17 mai une surveillance renforcée. Une surveillance renforcée, en fait, ça veut dire qu'en plus de la déclaration obligatoire pour tous les orthopox virus dont la variole, nous avons mis en place une définition de cas spécifique et une conduite à tenir qui a été diffusée aux cliniciens qui déclarent ensuite ces cas et au laboratoire. Et le premier cas français a été déclaré après diagnostic au CNR le 19 mai. Diapositive suivante. Et donc ça, c'est la situation au 4 juillet telle que rapportée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur la base des données remontées par les pays. Et donc au 4 juillet, plus de 6000 cas étaient recensés avec une très grande majorité, 4920, dans la région Europe de l'OMS. Diapositive suivante.
Vous avez la même situation en date du 7 juillet sur la base des données colligées par le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies qui fait état voilà, de l'inventaire du nombre de cas en Europe. Et vous voyez que les pays les principalement concernés en date du 7 juillet sont l'Espagne, l'Allemagne, la France, le Portugal, les Pays-Bas, l'Italie et la Belgique. Je ne cite que les pays qui ont déclaré plus de 100 cas. Diapositive suivante. Vous avez ici la courbe épidémique sur la base des mêmes données européennes. Alors, vous voyez qu'il y a une progression régulière. Il faut toutefois noter ne pas se fier à l'apparence de stabilisation, voire de décroissance sur les dernières semaines, puisque nous avons des délais de diagnostic en moyenne de 7 jours. Et par ailleurs, les pays peuvent avoir des délais de notification à l'ECDC variables. Je reviendrai sur ce qui est de la situation française juste après. Diapositive suivante. Juste pour vous illustrer un peu les différences de dynamique par pays, vous avez au centre la courbe épidémique française. On va y revenir plus en détail juste après. Et vous voyez que les 3 pays en haut sont l'Angleterre à gauche, l'Espagne au milieu et l'Allemagne à droite, qui ont des dynamiques un peu plus précoces qu'en France et surtout beaucoup plus importantes. Diapositive suivante. Donc, sur la base de nos données nationales, c'est le bilan que nous avons arrêté hier, 12 juillet, à 14 h. Ce bilan sera mis en ligne après notre séance. On avait recensé en France 912 cas confirmés, dont 828 ont fait l'objet d'une investigation par nos équipes et celles des ARS et ont été décrits au 11 juillet. Ce qu'on peut dire sur ces cas, c'est qu'ils ont en moyenne 36 ans d'âge médian, avec vous voyez, un intervalle qui va de 19 à 84 ans pour les cas adultes. On a aussi 5 cas adultes féminins et 2 cas pédiatriques. Et effectivement, parmi les hommes dont l'orientation sexuelle est connue, 97% sont des hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes et 75% d'entre eux sont dans un contexte de multipartenariat, c'est-à-dire avec au moins 2 partenaires rapportés dans les 3 semaines avant le début des symptômes. Dans la plupart des cas, ces cas ne peuvent pas identifier la personne qui les aurait contaminés. Diapositive suivante. En termes de répartition géographique de ces 824 cas décrits au 11 juillet, vous voyez que l'essentiel est diagnostiqué en région Île-de-France, 517 sur ce bilan. Mais on voit une augmentation régulière de cas déclarés en région Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, sans doute aussi à la faveur des migrations estivales. Diapositive suivante. Donc ça, c'est la courbe épidémique française. Et encore une fois, j'insiste, les dernières semaines ne sont pas consolidées en termes de données. Nous avons aujourd'hui un délai diagnostic médian de 6 jours en France. Il a beaucoup diminué, j'y reviendrai tout à l'heure. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que l'épidémie est encore active. La date de début des signes du premier cas, c'était le 7 mai. Et le dernier cas recensé dans ce bilan, le 7 juillet. Diapositive suivante. En termes de principaux signes rapportés, 81% déclarent des éruptions génito-anales, 73% une éruption sur une autre partie du corps, 78% de la fièvre, des adénopathies ou des maux de gorge. 5% sont immunodéprimés, 211, soit 26%, sont séropositifs au VIH. Et pour les non-porteurs du VIH, 403, soit 70%, sont sous PrEP. Comme je l'ai dit, la prophylaxie pré-exposition pour le VIH. Le délai médian de diagnostic, il est de 6 jours, mais il a diminué. Il était de 13 jours en semaine 18 et il est de 4 jours aujourd'hui. Donc, ça montre bien qu'aujourd'hui, l'accès au test est beaucoup plus fluide qu'au tout début. On a quelques hospitalisations rapportées, effectivement, comme le rappelait le professeur Xavier Lescure, pour des gestions de douleurs parfois intenses, quelques surinfections bactériennes, des mesures d'isolement parfois. L'analyse est en cours, donc je n'ai pas de données plus précises à ce stade, mais nous pourrons vous les communiquer ultérieurement. Aucun décès n'a été recensé dans les cas français. Et donc, pour conclure, avant de laisser la parole à mon collègue François Bec, voilà, les actions de Santé publique France aujourd'hui se déclinent sur plusieurs axes. Surveillance, investigation, c'est à la base et la source des données que je vous ai montrées. Contribution à l'expertise et liens avec la recherche. On a des relations quotidiennes au niveau national avec les cliniciens, avec des équipes de recherche, notamment des modélisateurs pour travailler sur la dynamique épidémique, avec la NRS et MIE sur certains projets de recherche. On partage les données, bien évidemment, et aussi partage de données avec l'Europe, puisque toutes nos données de surveillance nationale alimentent les travaux du Centre européen de contrôle et de prévention des maladies, ainsi qu'avec l'OMS.
L'appui aux décideurs, il est quotidien. Nous transmettons ces bilans de manière quotidienne, le nombre de cas depuis le 19 mai à la Direction générale de la santé. Les analyses sur le suivi des contacts sont en cours pour notamment voir quelles sont leurs caractéristiques. Et puis, bien sûr, Santé publique France, dans sa dimension établissement pharmaceutique, participe à la gestion du stock des doses de vaccins d'antiviraux et au schéma logistique d'approvisionnement. Et donc, sur la prévention, je laisserai mon collègue François Bec vous détailler les actions en cours à partir de la diapositive suivante. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, donc je vais vous parler des mesures de prévention qui ont été prises donc, à Santé publique France dans une logique de continuum. Oui, d'accord. Donc, les actions de prévention que nous avons mis en place à Santé publique France l'ont été dans un continuum avec les données que le docteur Coignard vient de vous présenter. Et puisqu'il y a un point qui est très important, c'est le ciblage des populations qu'on va essayer d'atteindre avec ces différentes mesures de prévention. Donc, il est très important pour nous de voir comment l'épidémie évolue et comment, en particulier, les profils des gens qui sont atteints évoluent. Donc, nous avons pu nous appuyer sur un dispositif qui existait à Santé publique France depuis 2016, qui s'appelle SexoSafe, qui est un dispositif à la fois digital et présent sur le terrain dans les milieux de la communauté LGBT. Et donc, dès le 20 mai, on a pu démarrer, grâce à ce dispositif, un premier post sur les réseaux sociaux. Et ensuite, on a mis en place une FAQ. Le 27 mai, il y a eu un article sur le site sexosafe.fr complètement dédié à la variole du singe pour expliquer ce qu'on savait à cette époque-là. Et puis, au fur et à mesure, on a mis à disposition un certain nombre d'outils pour les acteurs de terrain, pour les ARS, mais aussi pour les associations en contact avec les différents lieux de consommation sexuelle, notamment. Donc, on a conçu des affiches, une fiche conseil dédiée au personnel des établissements les plus concernés par la variole du singe, et puis un flyer pour diffusion dans les lieux de consommation sexuelle et surtout pour les marches des fiertés qui avaient lieu entre fin mai et début juillet dans beaucoup de grandes villes françaises. Donc, c'était très, très important. En parallèle, donc, on a fait un certain nombre de campagnes sur les réseaux sociaux. Et puis, à partir de mi-juin, on est passé à une communication d'intensité plus forte, avec une campagne d'affichage plus soutenue dans les bars, restaurants et clubs gays ou gay-friendly. Une campagne digitale qui a été plus intense aussi, qui s'est appuyée sur les réseaux sociaux et les sites communautaires, notamment Committed, Mr. Bandby, et puis sur les applications de rencontres aussi, puisque l'enjeu se situait beaucoup là. Je pense par exemple à Hornet ou Grindr. Et ensuite, il y a eu un partenariat avec d'autres médias communautaires, des radios, notamment Radio FG et J1 Radio. À partir de maintenant et depuis ces temps de communication avaient tous un cœur de message qui était autour du repérage des symptômes, qui ont pu évoluer d'ailleurs au cours de l'épidémie, sur la conduite à tenir et sur l'appel à un professionnel de santé. Et donc, le troisième temps de communication va être autour à la fois du repérage des symptômes, mais aussi de la promotion de la vaccination, depuis l'avis rendu par la HAS, et puis l'ouverture d'une ligne d'aide à distance Monkeypox Infoservice. Voilà, donc on continue la campagne digitale avec ces différentes adaptations. Et puis pour le terrain, a été conçue une affiche pour les lieux de vaccination, une nouvelle fiche conseil pour les personnels des lieux de convivialité, et puis un certain nombre de flyers qui donc évoquent en plus la vaccination. Pour ce qui concerne les populations autres que HSH, donc hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, on est aussi en train de travailler à des fiches pour le site internet Vaccination Infoservice, qui est à la fois à destination des pros de santé et du grand public. Alors en termes de performance, on a donc une campagne qui a réussi à atteindre de nombreuses personnes dans sa cible, puisqu'il y a eu plus de 200 000 clics sur les bannières qui ont pu apparaître sur des sites ciblés. Et donc ça, c'est un indicateur qui est très intéressant, puisque c'est un geste que fait le visiteur Internet pour aller vers l'information qu'on lui propose.
Et puis donc, on s'est appuyé sur plus de 300 établissements, ce qui a représenté à peu près 1 million d'occasions de voir les affiches qu'on diffusait. Et puis, bon, on a un certain nombre d'autres indicateurs sur lesquels je pourrais revenir. Juste un tout dernier mot pour vous parler de Monkeypox Info Service. Donc, c'est une ligne qui est ouverte depuis aujourd'hui. Vous voyez le numéro qui s'affiche ici. Elle est ouverte de 8h à 23h, tous les jours de la semaine. Et donc, c'est un dispositif qui est extrêmement intéressant pour compléter toutes les autres actions de prévention, puisque ça permet aux gens qui sont dans l'angoisse ou dans l'inquiétude d'avoir un interlocuteur tout de suite. Et donc, voilà, c'est très complémentaire avec tout le reste de ce qu'on a proposé. Voilà, et maintenant, la DGS. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénatrices et les sénateurs. En complément de ce que mes collègues ont dit, je vais essayer de vous expliquer ce qu'on a fait depuis l'alerte que vous a résumé Bruno Coignard et dans quel esprit on y travaille et quelles sont les perspectives qu'on se donne en termes de gestion. Peut-être 2 messages pour commencer. D'abord sur la variole du singe. Rappeler que ça s'appelle la variole du singe, mais c'est pas la variole, c'est un cousin de la variole, et ça peut avoir avec le singe. Ça a été découvert chez les singes. Le singe peut être hôte de cette maladie, mais le réservoir animal, et c'est important, ce sont plutôt les petits rongeurs. Et évidemment, on a des enjeux qu'on travaille avec l'ANSES et les autorités vétérinaires sur ce sujet-là. Le deuxième message à passer en introduction, c'est que, comme l'ont très bien expliqué les uns et les autres, il faut qu'on soit extrêmement clair que ce n'est pas une maladie des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, mais que actuellement, l'épidémie que nous connaissons dans les pays de l'hémisphère nord et en Europe est centrée sur cette communauté aujourd'hui, et que ça peut diffuser au-delà de ce cercle et qu'il n'y a pas d'idiosyncrasie sur cette communauté-là avec cette maladie-là. Et donc, il faut le dire de manière très claire. Ce qu'on avait l'habitude de voir, ça a été un petit peu rappelé, ce sont des cas importés depuis les zones d'endémie vers nos pays. Il y a eu des cas ces dernières années vers les États-Unis, vers le Royaume-Uni, beaucoup évidemment avec les liens avec le Nigeria, Israël en 2018, Singapour en 2019. Donc, des événements d'introduction avec des fréquences répétées qui augmentent parce que l'augmentation du trafic aérien et mondial augmente et donc que la probabilité de ce type d'événement augmente. Ce qu'on n'avait pas vu, ce sont des circulations actives au-delà de quelques cas secondaires éventuellement qui se diffusaient à large échelle. Et donc c'est ça qu'on a vu avec la détection du premier cas en France le 19 mai. À partir de ce premier cas, la première chose qu'on a fait, qui est très classique, c'est qu'on a mis en place ce qu'on appelle une stratégie autour du risque épidémique et biologique, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le REB, et qui vise à avoir une stratégie d'endiguement autour des premiers cas d'une maladie qui ne circule pas de manière autochtone dans notre pays. Alors c'est assez contraignant, ça veut dire qu'avec Santé publique France, on a utilisé la définition de cas qu'ils ont élaborée, une conduite à tenir qui vise à l'isolement des cas pendant 21 jours, c'est long, à réaliser des investigations à la fois en aval pour trouver d'éventuels cas secondaires, possiblement en amont aussi pour aller chercher les lieux de contamination et les circonstances de contamination et éventuellement les documenter et pouvoir avoir des actions quand on trouve ce type d'événement et que ça concerne plusieurs personnes. Mais c'est évidemment coûteux en ressources. L'autre enjeu dans ce type d'alerte, c'est d'alerter les cliniciens avec un certain nombre de messages, et on s'est appuyé notamment évidemment par nos messages que vous connaissez depuis la crise Covid, qui sont les MARS et les DGS urgents, mais aussi via une mission qui s'appelle la mission COREB, Coordination du risque épidémique et biologique, qui travaille de manière très opérationnelle avec les cliniciens, et c'est d'ailleurs un réseau de cliniciens pour essayer de diffuser les choses, et tout simplement, et le professeur Lescure vous le confirmera, il y a assez peu de spécialistes en France qui ont eu à connaître des cas de monkeypox avant cette émergence-là, et donc voir à quoi ça ressemble, voir que les lésions qui sont décrites, et ça a été parfaitement rappelé, ne sont pas exactement celles qu'on trouve en une de Google Images, et donc on peut passer à côté du diagnostic pour plein de raisons. Voilà, il y a toute cette phase d'alerte, de sensibilisation, un travail qui a été fait notamment au niveau de l'iconographie pour montrer ce que c'était ces lésions et commencer à les repérer et sensibiliser également
dans les populations dont on commençait à sentir qu'elles étaient les plus ciblées, passer ces informations-là, commencer à faire du repérage de cas, ce qui permet ensuite de voir une augmentation du nombre de cas. Et l'augmentation du nombre de cas, c'est évidemment une circulation virale qui augmente, mais c'est aussi un taux de détection qui augmente. On repère plus de cas parce qu'il y a plus de gens sensibilisés. On a mis assez rapidement en place une vaccination des contacts à risque, une vaccination post-exposition. Donc, premier cas, le 19 mai, on a l'avis de la HAS qui sort le 24 mai, et sur cette base-là, on prend un arrêté sur le fondement de l'article L3131-1 qui est fondé parce que le vaccin américain, Jynneos, a une AMM aux États-Unis sur l'indication monkeypox, mais ne l'avait pas au niveau européen, et néanmoins, c'est un très bon vaccin, très utile dans cette indication-là, et donc ça permet de l'utiliser. Donc, ça a été mis en œuvre assez directement. L'avis de la HAS a été ensuite complété le 20 juin pour préciser les indications chez les enfants et chez les personnes qui avaient déjà été immunisées contre la variole quand elles étaient plus jeunes. Et depuis le début de la vaccination, a priori, on est à plus de 1000 injections qui ont été réalisées. On a également saisi plusieurs fois le Haut Conseil de la santé publique pour nous aider à élaborer et diffuser des recommandations. Recommandations sur la conduite à tenir autour des cas et des sujets contacts. Recommandations spécifiques pour les personnes ayant un risque de forme grave. Recommandations, enfin, plus récemment, sur les mesures de prévention et les gestes barrières spécifiques pour cette maladie. Évidemment, tout ça se fait avec des échanges continus avec les associations, et ce, dès cette étape. La documentation des cas qui a été faite par Santé publique France et les agences régionales de santé et les échanges avec les cliniciens ont permis de comprendre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire une circulation particulière dans cette épidémie-ci, dans la communauté des personnes HSH multipartenaires, avec une localisation assez spécifique des lésions, ça a été rappelé par le professeur Lescure, et les circonstances de transmission qui, a priori, sont plutôt très majoritairement des contacts très rapprochés. À partir de là, ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas une infection sexuellement transmissible au sens strict médical du terme, mais qu'il y a un certain nombre de facteurs qui font que ça s'en rapproche. Et donc, tout l'enjeu en termes de gestion, à partir de ce moment-là et au moment où ce tableau émerge, c'est de basculer de notre cadre risque épidémique et biologique que je vous ai expliqué à un cadre qui se rapproche plus d'une gestion infectiologique plus classique, avec une forte composante de santé sexuelle et reproductive. Et donc, c'est ça qu'on est en train de travailler et que je vais vous détailler maintenant. Premièrement, sur la prise en charge des cas, au départ, elle était centrée sur les établissements de santé de référence et les établissements habilités par les ARS pour la gestion du risque épidémique et biologique. On a ouvert la prise en charge au départ à l'ensemble des services de maladies infectieuses et par suite, on commence à ouvrir la prise en charge en ville avec les CEGID. Les CEGID, alors, vous allez m'aider, mais c'est les centres gratuits d'information de dépistage, et je n'ai pas le dernier D, et je suis sûr que vous l'avez. Diagnostic et dépistage. Diagnostic. Ce sont des centres de dépistage anonymes et gratuits, voilà, pour le diagnostic des IST. Voilà. C'est vraiment des centres dédiés à la santé sexuelle, et vous voyez que c'est comme ça qu'on fait la bascule du risque épidémique vers une prise en charge plus large et plus facilitante. Et ce sont des centres de premier recours que les gens ont l'habitude de consulter. Donc c'est bien là où ils vont. Donc on a tout intérêt à ce que le système se mette en place vers la porte d'entrée naturelle pour ces populations-là. Et c'est bien ce qu'on essaie de travailler. On a passé aussi le message que le premier réflexe est toujours le même, c'est le médecin traitant aussi. Et s'il y a un doute, le 15, c'est aussi fait pour orienter, et évidemment, toutes les plateformes 15 ont parfaitement les informations vers où orienter les patients. Des échanges avec les cliniciens, là aussi, le professeur Lescure pourra vous en parler, est revenu au premier plan, et avec les associations aussi, je dois dire, le fait que les lésions faisaient horriblement mal. Et donc, évidemment, on est très sensible à cette problématique. Et donc, on a saisi les sociétés savantes compétentes pour disposer d'un avis sur la prise en charge spécifique
de la douleur dans le monkeypox. On attend leur retour incessamment sous peu et évidemment, on va diffuser ça à l'ensemble des communautés cliniques pour que ça puisse faire et organiser des filières de prise en charge spécifiques de la douleur, y compris pour des patients qui ne nécessiteraient pas une hospitalisation au sens strict, mais voilà, il faut qu'on traite ce sujet-là et on est en train de le traiter. On fait évoluer progressivement la définition de cas et la conduite à tenir parce que maintenant qu'on a clairement un tableau, on n'a peut-être pas besoin de documenter aussi complètement tous les cas, mais un échantillon de cas. Et on n'a peut-être plus besoin de tester tous les cas lorsque le diagnostic clinique est absolument certain et évident et que l'ensemble des diagnostics différentiels, et notamment les IST, ont été éliminés par ailleurs, puisque c'est bien l'ensemble de la problématique qu'il faut traiter. Sur le diagnostic, pareil, bascule du REB vers quelque chose de plus communautaire. Au départ, ce sont les laboratoires de niveau P3 dans les ESR qui sont habilités et vous savez que comme le monkeypox est proche de la variole, ça fait l'objet de réglementations particulières avec la NSM. On a facilité au maximum les choses, mais il y a des autorisations à obtenir pour qu'un laboratoire ait le droit de détenir ce type de prélèvement. On est en train d'ouvrir ça à l'ensemble des laboratoires P3 hospitaliers et le Centre national de référence déploie la technique diagnostique et assiste ces laboratoires dans le déploiement de la technique diagnostique. Et on est en train de travailler aussi à l'ouverture au P3 de ville. Et ça nécessite un certain nombre d'actes réglementaires. Et donc, on a saisi la Haute Autorité de Santé pour l'inscription à la nomenclature des actes de biologie médicale. Et on attend là aussi leur avis rapidement pour pouvoir déployer ça en ville. On a eu un avis de la Société française de microbiologie qui nous indique que ça reste préférable de rester en niveau P3 compte tenu de la pathogénicité de cet agent. Mais que dans certains territoires ou dans certaines situations, s'il y a une perte de chance pour le patient, on peut dégrader un petit peu ce qu'on appelle P2+, je ne rentre pas dans le détail, vous m'en excuserez, mais ce qui nous permet d'avoir un peu nous, notamment dans certains territoires, pour quand même avoir la technique diagnostique, et là aussi on y travaille. Enfin, c'est encore un peu tôt, mais on travaille d'ores et déjà avec l'ANSM pour identifier les fabricants de TROD, de tests rapides d'orientation diagnostique, de pouvoir en disposer, de pouvoir évaluer, et notamment avec la NRS-MIE, les performances de ces tests, parce qu'évidemment, il n'est pas question de déployer des tests qui n'auraient pas de bonne performance et qui induiraient en erreur sur le diagnostic. Et donc, on espère qu'à moyen terme, on arrivera à développer. Et on pense évidemment que si on avait des trottes de bonne performance et que ça puisse être positionné dans les fameux CGID dont on parlait tout à l'heure, on a quelque chose qui serait pas mal en termes de diagnostic. Voilà, un peu la perspective. Et j'en viens à la vaccination préventive, et je sais que le sujet vous intéresse. On a saisi, oui, je lis un peu la presse et les réseaux sociaux aussi. Donc, la saisine de la Haute Autorité de Santé, on l'a faite le 1er juillet. La Haute Autorité de Santé nous a rendu son avis le 8 juillet en nous indiquant 3 indications principales qui sont les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes multipartenaires et les personnes trans multipartenaires, les gérants de lieux de convivialité avec consommation sexuelle et puis les personnes en situation de prostitution et en nous indiquant également marginalement qu'elles ne retenaient pas d'indication priorisée pour la vaccination des soignants, mais que au cas par cas, pour des soignants particulièrement exposés parce qu'ils voient des patients monkeypox tous les jours ou qu'ils ont à manipuler des échantillons tous les jours, ça peut se faire au cas par cas. Le dernier point, et c'est important dans la discussion, c'est que la Haute Autorité nous dit aussi, bien sûr, que cette indication-là, elle ne se fait pas au détriment de l'indication précédente, qui est la vaccination post-exposition. Ce sont 2 choses différentes, mais les 2 indications coexistent, et la vaccination post-exposition est prioritaire sur la vaccination préventive, puisqu'on est face à un risque immédiat versus un risque potentiel. Donc, suite à la réception de l'avis le 8 juillet, il a été annoncé le jour même que l'avis allait être suivi.
On a envoyé des messages à l'ensemble des ARS pour leur indiquer l'avis et qu'il fallait qu'on travaille à l'élargissement des centres de vaccination. Elles se sont mis en ordre de marche tout de suite. Elles avaient déjà un petit peu anticipé. On a travaillé bien sûr avec Santé publique France dans sa composante établissement pharmaceutique avec la NSM pour essayer d'organiser le schéma logistique et puis lever l'ensemble des freins techniques qu'il peut y avoir, notamment les conditions de conservation et de transport de ce type de vaccins sont pas complètement simples et donc on fait très attention parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi avec ces vaccins. On a fait sortir un nouvel arrêté L3131-1 le dimanche 10 pour permettre de lever l'ensemble des freins réglementaires qui nous gênaient pour déployer cette vaccination. Donc là aussi, de manière extrêmement volontariste, c'est-à-dire qu'on a arrêté qu'il n'y a pas besoin de faire depuis une pharmacie hospitalière ce qu'on appelle une rétrocession nominative si on veut vacciner, par exemple, dans les Cégides. On a levé le fait que les centres de vaccination ne pouvaient pas vacciner pour ce type de vaccin puisqu'elles ne pouvaient vacciner que pour les indications du calendrier vaccinal, et il n'est pas dans le calendrier vaccinal. Et puis, on a rappelé que c'était un vaccin à prescription médicale, mais que bien sûr, les infirmiers et les infirmières pouvaient réaliser l'injection sur prescription médicale. Les ARS ont travaillé là aussi à l'ouverture des centres. À l'heure où je vous parle, on a plus de 70 centres de vaccination qui sont référencés. Elles sont référencées sur les sites des agences régionales de santé et on les a agrégées au niveau du site santé.fr où il y a un onglet maintenant dédié Monkeypox, donc santé.fr/monkeypox. J'ai regardé ce matin, il y avait 72 centres. Évidemment, les prises de rendez-vous commencent, c'est ce qu'on avait dit, ça commencerait à partir de cette semaine. Et en plus, on a une semaine avec le 14 juillet au milieu, c'est pas complètement simple et idéal, mais on fait avec. Il y a des premiers créneaux qui sont ouverts, d'autres qui vont suivre, et puis on va arriver à une vitesse de croisière, j'espère, assez rapidement. Maintenant, je voudrais quand même souligner le fait qu'on est parmi les premiers pays à faire cette vaccination préventive. Le Royaume-Uni, le Canada et l'Allemagne ont commencé, mais on est dans les mêmes temps et on est très peu de pays à le faire à ce stade. L'enjeu, ça a été dès vendredi de redimensionner les stocks qui étaient prépositionnés dans les régions, puisqu'on avait prépositionné des doses pour la vaccination des sujets contacts et qu'il faut augmenter ça. Donc, c'est des circuits logistiques importants et on y travaille. Et on continue à consolider et à amplifier les circuits d'approvisionnement. Sur la communication, peut-être un mot, parce que c'est une question que vous allez me poser, sur les stocks, ils sont couverts par le secret défense, donc j'évacue cette question-là, j'en suis désolé. Ce qui est couvert par le secret défense, c'est la composition et le capacitaire du stock, et donc j'en parlerai pas évidemment pour les raisons que vous comprenez dans le détail. Sur la communication, les collègues de Santé publique France en ont beaucoup parlé, mais je voudrais quand même insister sur le fait qu'on a un dialogue très rapproché avec les associations et un dialogue que je trouve de qualité, je ne sais pas ce qu'elles en pensent, mais en tout cas de qualité et hebdomadaire. On a une visioconférence hebdomadaire depuis le début de cette alerte avec elles pour expliquer ce qu'on fait et prendre les remontées de terrain et ce qui va pas, et on se dit assez franchement les choses. Le numéro vert qui est ouvert depuis aujourd'hui et dont je rappelle le numéro 0801 90 80 69 et puis tous les travaux qui ont été rappelés par François Bec donc voilà, vous voyez, on a fait beaucoup de choses dans un temps restreint parce qu'il faut toujours se méfier du biais historique. Finalement, ça fait qu'1 mois et demi que cette alerte a commencé, c'est un temps relativement court. Je tiens ici devant vous à rendre hommage aux équipes qui travaillent avec moi sur ce sujet-là. Elles sont totalement mobilisées, tard le soir, le week-end compris. On fait tout ce qu'on peut pour déployer au maximum les choses le plus vite possible. J'espère qu'on va arriver à lever tous les freins qui restent. Et en tout cas, vous pouvez être assuré qu'on est totalement déterminés pour lutter face à cette nouvelle épidémie. Et j'espère que tout ce que nous avons appris dans le cadre de la Covid va nous servir pour gérer ça au mieux. Merci beaucoup. Donc, nous allons passer de cette présentation, nous allons passer aux différentes questions. Et j'ai d'abord Corinne Imbert, ensuite Florence Tassarat, Bernard Jomier, Laurence Cohen, Véronique Guillotin et Mélanie Vogel. Merci Madame la Présidente, merci messieurs pour vos exposés.
J'aurais évidemment plusieurs questions, si j'ai un temps imparti, Madame la Présidente. À la fois, non, pas tout, mais j'ai quand même une sélection de plusieurs questions, même si certains sujets, évidemment, ont été abordés par les différentes prises de parole. Tout d'abord, concernant la maladie et sa diffusion en France, on voit un nombre de cas recensés à la fois, j'allais dire, relativement modeste, puisqu'on partait de 500 cas au 5 juillet, mais avec quelque part un emballement, puisqu'on est à plus de 900 cas quelques jours, 6 jours plus tard. Quelle crainte avez-vous en termes d'emballement de cette épidémie et en termes de mortalité? J'ai bien entendu qu'à ce jour, il n'y a pas de décès liés à cette pathologie en France. On a vu qu'il y avait un taux de mortalité important, même s'il était plus faible en Afrique de l'Ouest. Malgré tout, ça fait un taux en Afrique de l'Ouest de 10%. Est-ce que vous craignez que ce taux de 10% puisse atteindre les patients dans notre pays? Donc, ces nombres que vous nous avez, ce chiffre de 912 cas, est-ce qu'il fait état de la réalité de l'épidémie et où estimez-vous que certains cas sont asymptomatiques et non mal dépistés? Et même si j'ai entendu que le délai de diagnostic était réduit, et si le déploiement de TROD était en cours pour avoir donc des tests rapides d'orientation et de diagnostic, est-ce que vous pouvez nous présenter les mesures prises pour favoriser le dépistage au-delà de ces TROD? Concernant les traitements préventifs ou curatifs, effectivement, la question des vaccins nous intéresse fortement. Comment expliquer le décalage, même si vous l'avez dit, monsieur de la direction générale monsieur Lazarus de la direction générale de la santé, vous avez souligné que la France faisait partie des premiers pays à ouvrir la vaccination pré-exposition après le Canada, le Royaume-Uni, l'Allemagne, mais on a un petit décalage. Bien sûr, on a attendu l'avis de la Haute Autorité de Santé, mais comment vous expliquez ce décalage? Et alors, même si j'ai aussi bien entendu, nous l'avons tous entendu, que la notion de stock était couverte par le secret défense, mais quand même, permettez-nous de nous interroger sur le stock dit suffisant. Alors, vous n'allez peut-être pas me répondre parce que vous me direz secret défense, mais j'ai quand même entendu que vous nous expliquiez que la vaccination post-exposition devait rester prioritaire par rapport à la vaccination pré-exposition. Enfin, il me semble que c'est ce que vous avez dit. Voilà. Donc, ça veut dire que si elle reste prioritaire, c'est qu'à un moment donné, on va gérer des stocks, sauf erreur de ma part. Sinon, on ne se poserait pas la question. Ou alors, c'est que l'épidémie va s'enflammer, et d'où toutes ces mesures mises en place. La Haute Autorité de Santé recommande 2 injections à ce jour à 28 jours d'écart. Ce délai entre 2 injections pouvant aller jusqu'à quelques semaines. Je crois que c'est exactement, enfin, je cite la Haute Autorité de Santé. Ça veut dire quoi, quelques semaines? Et là encore, est-ce que ce n'est pas une façon de gérer les stocks? Voilà. L'agence européenne ERA aurait passé des commandes de vaccins. Alors peut-être que j'aurai encore secret défense, mais la France a-t-elle souscrit à ces commandes groupées au niveau européen? Et le gouvernement français réalise-t-il des commandes parallèles? Et concernant les vaccins utilisés, pouvez-vous nous donner des informations quant à leur efficacité et comment cela a souvent été l'objet de craintes dans le cadre de la pandémie de Covid quant à leur innocuité? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de ces vaccins? Voilà, le démarrage de la vaccination en Île-de-France semble difficile. Est-ce un problème de logistique ou est-ce qu'on en revient à un problème de manque de doses accessibles? Et à quelle date des vaccinations seront-elles possibles en région? Voilà, je vais m'arrêter là. Voilà, oui, m'a dit Madame la Présidente, donc je m'arrête là. Je vous remercie. Très bien, les bonnes questions. On va prendre 2 autres intervenants et ensuite on répondra et on fera une autre salve de questions. Florence Tassarade, Bernard Jomier. Oui, merci. Pour compléter un petit peu les questions médicales, moi qui suis pédiatre et qui c'est qu'en maternité on redoute le virus de l'herpès génital et des dégâts qu'il peut produire chez le nouveau-né. Est-ce qu'il y a déjà un protocole qui a été donné pour la femme enceinte qui pourrait être porteuse de lésions génitales suspectes? Est-ce qu'on fait une césarienne un peu systématiquement? Est-ce que ces sujets ont été évoqués? Deuxièmement, moi aussi j'avais une question sur le délai d'efficacité de la vaccination.
Est-ce qu'on peut envisager la vaccination de la femme enceinte? Je ne le pense pas, mais vous nous le direz. Et enfin, tant qu'on est dans la rubrique vaccination, puisque moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus avec l'OPEX, à propos de vaccins à visée orogénitale, est-ce que le vaccin du papillomavirus se diffuse ou est-ce qu'on est, on est encore à… justement, est-ce que le vaccin du papillomavirus n'a pas été victime de l'épidémie de Covid et sa publicité également, puisqu'on avait un vaccin à visée vraiment génitale. Et Bernard Jomier. Est-ce qu'on pourra voir les slides qui ont été présentés? Merci. Ils sont sur Déméter, hein, et le professeur Lescure nous enverra Merci, Madame la les Présidente. documents par slide. Bon, mes questions sont assez, on va dire, similaires à celles de Corinne Imbert, mais de façon moins diplomate qu'elle, comme d'habitude, parce que je trouve que le discours que notamment la Direction générale de la santé nous a offert est quand même un très beau discours, bien lissé, mais ne correspond pas exactement à la réalité des faits et du déroulement des faits. Vous avez rappelé avec justesse que le premier avis de la Haute Autorité de Santé, la première recommandation, c'est fin mai, autour de la question de la variole du singe, le 20, 23, 24 mai, à ce moment-là. Et il est marquant de constater que depuis, alors il y a eu saisie, il y a eu recommandation, vous ne l'avez décrit, mais fin mai, c'est le moment où l'Allemagne, elle commandait 240 000 vaccins pour sa population. C'était fin mai. Voilà. Et vous, à la question des commandes de vaccins, nous n'avons toujours pas de réponse. Alors, on espère qu'on va l'avoir ce matin, parce qu'on est le 12 ou 13 juillet, mais pour le moment, il n'y a eu aucune réponse à cette question. Donc voilà le décalage concret. Et si on reprend, mais je vais être court, parce que Madame la Présidente nous a demandé d'être court, les chronologies sur les États-Unis ou sur le Canada, sur les autres grands pays qui sont concernés, est à peu près du même ordre. On est, par rapport à ces pays, largement en retard, comme d'habitude. Deuxième point, la situation actuelle. Pour nous, pour l'évaluer, nous avons besoin, premièrement, d'avoir des prévisions des épidémiologistes. Et ce qui est marquant, c'est qu'on n'en a pas. Alors, est-ce que c'est le nombre de facteurs d'incertitude qui rend les prévisions trop complexes, avec des écarts qui seraient tels qu'on ne pourrait pas en tirer une leçon en termes après de mesures à prendre? Mais en tout état de cause, on a dans les saisies d'avis qui nous ont été exposées, on n'a pas entendu de saisie d'avis sur les prévisions épidémiologiques et sur notamment sur les données précises que demandait Corinne Imbert. Je vais donc vous poser juste 4 questions. 1, celle des prévisions épidémiologiques. 2, la question du nombre de vaccins qui sont disponibles pour la population générale. Et personne ici ne vous demande quels sont les stocks de vaccins qui relèvent de la sécurité nationale. Mais on ne peut pas opposer le secret défense à la population générale pour savoir quels sont les vaccins qui sont disponibles pour la population générale. Ça, ce n'est pas du relève, ça ne ressort pas de la sécurité nationale et de la défense. Et cet argument de la DGS, il est pour moi irrecevable. Troisièmement, donc les commandes de vaccins. Quand avez-vous commandé des vaccins et quel nombre de vaccins avez-vous commandé? Et quatrièmement, le dispositif d'information en direction des populations. Donc un travail est effectué avec un certain nombre d'associations, notamment communautaires, mais on aimerait avoir plus d'informations sur le dispositif d'information de la population sur la variole du singe. Je vous remercie. À répondre à ces questions, bon, professeur Lescure, je vous propose de démarrer sur des questions qui vous concernent et puis on prendra à suivre. Je vais aller vite. Non, mais prenez votre temps pour nous répondre néanmoins. Hein. Bien sûr. On aime bien les réponses en effet synthétiques, mais en même temps, il faut répondre aux questions. Sur la mortalité, je vous ai annoncé, pardon, excusez-moi. Je vous ai annoncé des chiffres qui, et je pense qu'il faut être très modeste avec cette maladie qui est extrêmement mal connue et probablement décrite dans des conditions d'accès
aux diagnostics et aux soins qui sont incomparables avec ce qu'on a aujourd'hui et qui permettent probablement, qui induisent probablement une approximation importante. Aujourd'hui, je ne crois pas que la mortalité dans nos pays soit celle de 10%. D'ailleurs, ce n'est pas ce qu'on observe avec des milliers de patients qui ont été identifiés. Il n'y a pas de décès sous contrôle de SPF aujourd'hui, ni en France, ni dans d'autres pays de la zone nord. Et donc, puisqu'on a plus de 7 ou 8 000 cas documentés, ça vous donne une petite idée de la différence qu'il y a entre la mortalité annoncée en Afrique de l'Ouest, pour les 10%, et ce qu'on observe ici. Je ne crois pas que ce soit lié uniquement au terrain des patients qui sont touchés chez nous, qui n'ont pas de facteurs de risque de forme grave que je vous ai décrit, qui sont les enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. Je pense qu'il y a une question de dénominateur et de difficulté à estimer dans les pays du Sud la létalité précise de la maladie. La deuxième question par rapport à la crainte vis-à-vis de la diffusion, je pense que SPF ou la DGS pourra avoir des éléments de réponse. Ce qui est sûr, c'est que si on a la réponse que je viens de vous donner sur la gravité ou la mortalité pourrait éventuellement différer si l'épidémie venait se diffuser chez des personnes à risque de forme grave, enfants, femmes enceintes, immunodéprimées. Et donc ça, pour le moment, c'est vrai qu'en termes de stratégie, on veut éviter la diffusion au-delà de cette communauté, en partie et en grande partie à cause de ces raisons-là. La question par rapport au dépistage et au délai du diagnostic, je pense que, et peut-être SPF aussi aura des éléments de réponse, les circuits sont mis en place progressivement. L'offre au début, comme vous l'a expliqué le docteur Clément Lazarus, était centrée sur les établissements de santé de référence. Et donc, il y a eu un engorgement assez rapide par rapport au nombre de cas qui étaient essentiellement centrés sur l'Île-de-France. Le déploiement d'autres centres pouvant effectuer le diagnostic a permis de réduire le délai diagnostic. Et l'autre raison, aujourd'hui, c'est qu'on a un diagnostic qui est permis sur une approche clinique dans des équipes expérimentées. On n'a plus besoin de faire une documentation virologique. Pour les traitements, effectivement, on a des traitements. C'est pour ça que, d'un point de vue sanitaire, on n'est pas très inquiet. D'une part, parce que je vous ai dit que la transmission interhumaine était très faible dans les zones d'endémie. Et donc, au-delà des modes de transmission spécifiques décrits dans cette communauté, je ne pense pas que la diffusion en population générale soit à craindre dans des proportions inquiétantes. Et puis, on a des outils thérapeutiques curatifs. On a le tecovirimat, qui est un traitement oral antiviral. On a le brincidofovir, qui est aussi un traitement antiviral. En termes de disponibilité, pour le moment, les contraintes sont en train de se réduire, mais on pourra très prochainement avoir accès à ces médicaments, dont l'efficacité semble intéressante, assez puissante en termes d'effet antiviral, mais qui sont issus de données animales, avec une tolérance qui semble correcte. Et pour vos questions spécifiques sur les populations particulières, femmes enceintes et enfants, le tecovirimat est indiqué à partir de 13 kg de poids corporel, environ 2 ans. Le brincidofovir est indiqué dès la naissance. Et chez la femme enceinte, on peut utiliser les immunoglobulines anti-vaccines qui ont, mais avec probablement ici aussi un accès difficile. Mais toutes ces questions ont été anticipées. Je pense que sur l'efficacité vaccinale, on a peu de données sur le vaccin vis-à-vis de monkeypox, puisque c'est le vaccin antivariolique classique. Elle est estimée autour de 85% dans les limites de la robustesse des informations et des données qu'on peut avoir. On sait sur la vaccination antivariole que la mémoire de la vaccination et donc l'efficacité de la vaccination, si on prend le modèle variole, est stable et perdure longtemps au cours du temps. Et puis, je pense qu'en ce qui me concerne, je peux m'arrêter là. Il y avait des données de tolérance sur la vaccination. Là aussi, on a sur la 3e génération, ce n'est pas le vaccin qui a été donné jusque dans les années 80, qui était un vaccin de première génération, qui était relativement, qui était pourvu d'effets indésirables non négligeables. Sur ce vaccin de 3e génération, qui est aussi réalisé à partir d'un vaccin vivant, mais non réplicatif,
Et donc, on a aussi un recul avec d'autres. C'est une stratégie vaccinale utilisée pour d'autres agents infectieux. Et on a un recul en termes de tolérance qui est tout à fait favorable. Bien. Qui continue? Santé publique France et ensuite Monsieur Lazarus. Oui, donc je vais me permettre de répondre peut-être de manière groupée, parce que certaines questions sont similaires. Donc, j'ai bien noté une question sur un éventuel emballement. C'est en fait très lié aux questions que vous avez posées également sur des modèles de prévision. Donc, je répondrai à ces deux questions ensemble, également sur les formes éventuellement asymptomatiques et enfin sur les questions de comparaison par rapport à d'autres pays européens, notamment l'Angleterre. Donc peut-être sur les formes asymptomatiques d'abord. Toutes ces questions, je le précise, font l'objet de discussions plusieurs fois par semaine avec nos collègues des autres agences européennes. On a 2 à 3 réunions hebdomadaires où effectivement les pays font part de leur expérience. Et donc sur la question des cas asymptomatiques aujourd'hui, la question n'est pas résolue. Très peu d'évidence, aucune publication revue par les pairs. Nos collègues belges ont fait état d'éventuellement 3 cas. Alors asymptomatiques ou post-symptomatiques, c'est toute la difficulté. On peut avoir des formes cliniques très frustres, éventuellement non reconnues, notamment si les éruptions sont peu disséminées, voire muqueuses. Et donc, la question n'est pas résolue et on ne sait pas de toute façon, même pour ce case report en Belgique, si les personnes étaient contagieuses. Donc, la recherche se poursuit et je pense que voilà, ça fait effectivement l'objet d'une attention soutenue en lien avec nos collègues cliniciens pour pouvoir les documenter, mais à ce jour, il n'y a pas d'évidence solide sur le sujet. Sur la question de craindre un éventuel emballement, en fait, nous, dès le début de cette épidémie, on s'est mis en contact avec des équipes de modélisation avec qui on travaille depuis en fait de longues années et notamment depuis la Covid. Et donc, on partage nos données de surveillance avec 3 équipes de modélisation. Et on avait en fait une réunion de travail ce matin à laquelle je ne suis pas allé, mais des collègues de mon équipe y sont, pour faire état de leurs premiers résultats. Donc, je ne peux pas vous en parler, je ne les connais pas. Ce que l'on connaît par contre, ce sont les travaux de nos collègues anglais. Ils ont publié le 8 juillet un technical briefing où effectivement leurs conclusions sont très prudentes puisqu'en gros, ils ont d'énormes incertitudes, des intervalles de confiance dans leurs prévisions qui font qu'on ne sait pas si on va être sur un plateau ou sur une augmentation. Donc, ils ne concluent pas. Le CDC conduit également des travaux de modélisation, mais là plus pour évaluer les stratégies de prévention et notamment vaccinales, mais n'a pas prévu de projection. Donc voilà, donc on devrait nous avoir des projections nationales dans un proche avenir, en tout cas je l'espère, mais j'attendrai de prendre connaissance des travaux des équipes de recherche avec qui nous collaborons sur ce sujet. Concernant enfin la question d'un éventuel retard sur les Anglais. Par ailleurs, leur épidémie a démarré avant la nôtre et on est assez sûr du sujet. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais notre premier cas date du 19 mai. On a vérifié par acquis de conscience, parce qu'on peut toujours éventuellement rater des signaux. On a regardé nos données de surveillance syndromique. Je pense que vous connaissez, on a un système de surveillance syndromique qui nous permet de recueillir des données syndromiques de tous les services d'urgence et des services hospitaliers en temps réel. Et on a donc interrogé ces données de surveillance syndromique de manière rétrospective sur les mois précédents. Et nous n'avons pas identifié de signal permettant de suspecter des cas de monkeypox en France avant ce premier cas du 19 mai. On a par contre, à l'occasion effectivement de cette interrogation de nos données de surveillance syndromique, identifié une épidémie de varicelle. Mais bon, voilà, voilà. Mais en tout cas, on a fait cette vérification. Et donc, l'épidémie en France est quand même assez décalée et d'une intensité très inférieure à celle observée en Angleterre, en Allemagne ou en Espagne. Sur la question d'un éventuel sous-diagnostic, là encore, le plus important, c'est de sensibiliser les patients et on a insisté tout à l'heure effectivement sur le fait d'informer les cliniciens. Clément Lazarus a souligné effectivement qu'il fallait pouvoir faire connaître à des cliniciens qui ne connaissent pas cette maladie à quoi elle ressemblait. Donc, il y a un gros travail fait par les cliniciens de photothèque notamment pour diffuser ces informations. Et puis, il faut sensibiliser les patients aussi pour qu'ils consultent. Si un patient ne consulte pas, on ne peut pas effectivement avoir connaissance de ce cas. Voilà pour quelques éléments de réponse. Bien. Docteur Lazarus. Alors, je vais essayer de répondre à la question sur les vaccins, mais comme il y a eu une question sur les tests, d'abord, je réponds rapidement sur les tests et après, je reviens à la question des vaccins. Ce qu'on a fait pour essayer de faciliter le diagnostic et le dépistage, vous avez parfaitement raison, c'est important, c'est d'une part
d'essayer d'élargir au maximum, un, les effecteurs, et deux, les laboratoires qui peuvent techniquer ces prélèvements. Les prélèvements, ils peuvent se faire partout, y compris en ville. Et pour le prélèvement, il y a un acte qui est prévu à la nomenclature des actes de biologie médicale. Et donc, il n'y a pas de problème. Tous les laboratoires de biologie médicale en ville peuvent faire le prélèvement et éventuellement l'envoyer. Alors, c'est des circuits qui ne sont pas toujours simples, mais on y travaille en lien avec les biologistes. Donc, sur la partie prélèvement, ça marche. Sur la partie technique, je vous ai dit, il y a une réglementation qui est liée au fait que le monkeypox est un orthopox virus, que c'est potentiellement un agent de la menace, c'est ce qu'on appelle la réglementation MOT. Donc, il y a des autorisations à avoir pour pouvoir techniquer et ensuite conserver éventuellement ces échantillons. Avec la NSM, on travaille sur l'allègement de cette réglementation. Aujourd'hui, qu'on a un virus qui circule sur le territoire, je ne peux pas préjuger de ce qui arrivera, mais c'est quelque chose qui est bien pris en compte. Ensuite, au niveau de la biosécurité, il s'agit à la fois d'élargir les effecteurs, et je vous ai dit qu'on est passé des seuls laboratoires P3 des établissements de santé de référence à l'ensemble des laboratoires P3 hospitaliers, et bientôt, si il y a un avis de la HAS favorable sur la NABM, au P3 de ville, ça permet de desserrer, et même que là où il n'y a pas de laboratoire de niveau P3, on pourrait dégrader encore un peu les choses pour qu'il y ait un accès au diagnostic dans les territoires qui en auraient besoin. On fait aussi attention au fait que quand on dégrade les niveaux de biosécurité, évidemment, il ne s'agit pas de mettre à risque les travailleurs dans les laboratoires. Donc, il y a quand même un enjeu qui est important là, et il ne faut pas faire non plus n'importe quoi. Et puis, le deuxième champ d'action, c'est sur les TROD, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce n'est pas encore pour tout de suite, parce qu'il n'y en a pas qui sont encore accessibles sur le marché. On y travaille avec la NSM, selon deux axes, trouver quels sont les fournisseurs qui ont des tests et qui ont des capacités d'approvisionnement. Et puis, deuxièmement, dès qu'on pourra en avoir un petit peu, travailler notamment avec les équipes de recherche et notamment avec les ESR qui voient beaucoup de patients, à évaluer, dans le cadre d'un protocole de recherche, les performances de ces TROD pour voir s'ils ont une qualité satisfaisante, puisqu'il ne s'agit pas d'avoir plein de faux négatifs ou plein de faux positifs avec des dispositifs qui ne marcheraient pas. Si on a la condition réunie d'avoir une capacité à avoir des approvisionnements et des tests de bonne performance, effectivement, on aura tout intérêt, et je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, à pouvoir déployer ces TROD, et notamment en ville dans les CGID. J'espère avoir répondu à votre question sur cette partie-là. J'en viens sur la partie vaccin. Sur la question du décalage avec les autres pays, Bruno Coignard a répondu à la fois sur le décalage dans le temps et sur l'intensité. Je voudrais simplement préciser une chose sur les avis de la HAS pour qu'on parle tous bien de la même chose. C'est que l'avis du 20 mai, qui a été rendu public le 24 mai, il ne traite que de la vaccination post-exposition, que de la vaccination des sujets contacts. Il ne traite pas de la vaccination préventive. Ça, c'est l'avis qui a été rendu la semaine dernière. Donc, c'est pas la même chose, c'est pas le même dimensionnement, c'est pas les mêmes circuits. Donc, c'est bien un redimensionnement suite à cet avis qui a lieu actuellement. Sur les stocks, sur le secret défense, pour être précis, ce qui est couvert par le secret défense, je l'ai dit, c'est le capacitaire et la composition du stock. C'est dans le cadre du plan Variole, et c'est un plan qui est piloté par le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, et donc il ne m'appartient absolument pas de rentrer dans ce détail-là. Ce que je peux vous dire, et j'espère que ça répondra à une partie de vos questions, d'abord qu'on a un stock suffisant de vaccins, à la fois contre la variole et pour engager la vaccination monkeypox. Préventive et post-exposition. Vous avez raison, Madame la Présidente, et ça me permet de répondre à une autre de vos questions sur la priorisation des indications. La priorisation qui est faite par la HAS, ce n'est pas une priorisation de gestion des stocks, ça pourrait l'être s'il y avait besoin, mais en l'occurrence, c'est vraiment une priorisation médicale. Quelques souvenirs. Oui, j'ai les mêmes souvenirs, je les partage avec vous, mais c'est bien une indication médicale entre la gestion d'un risque immédiat et avéré pour des personnes qui ont eu un contact à risque documenté et évalué et qui sont susceptibles de développer la maladie dans un intervalle très court, et une vaccination préventive pour une population avec un risque potentiel qui est un surrisque par rapport à l'ensemble de la population générale.
Donc, on n'est pas dans le même niveau de risque et donc c'est logique d'avoir cette priorisation dans les indications. Voilà. Sur les stocks, on a des niveaux de stocks qui sont suffisants pour traiter ces indications-là. Et il y a des commandes qui sont complémentaires, qui ont été passées dès le début de cette alerte. Et il y a une première livraison qui est déjà intervenue. Et on a des prochaines livraisons qui sont programmées en août, en septembre et à la fin de l'année. Et on est en cours d'instruction d'autres commandes supplémentaires. Et je ne rentre pas dans le détail. Sur ce qui est livré, on a déstocké des stocks stratégiques, plusieurs milliers de doses qui sont déjà sur le terrain, notamment en Île-de-France, puisque évidemment c'est là où se concentre le gros de l'épidémie, et plusieurs milliers qui vont être déstockés à brève échéance. On est en train de faire les plannings pour les réapprovisionnements et les réassorts dans les différents centres de vaccination en fonction de leur ouverture avec les ARS, et il y a déjà des programmations qui sont en cours pour les semaines à venir. Donc les doses sont en train d'arriver sur le terrain. Il y avait déjà les doses qui avaient été prépositionnées pour la vaccination post-exposition. Là, on parle des réapprovisionnements sur le pré-exposition. Il y a déjà des doses. Il y en aura qui sont déjà prévues. Donc, tout ça est en train de monter en charge de manière assez forte. Sur les commandes, j'ai répondu. Sur la pharmacovigilance, effectivement, c'est du domaine de l'ANSM. On suit ça, évidemment, de manière rapprochée et avec Santé publique France, puisque ce sont des vaccins qui sont déstockés depuis le stock stratégique de Santé publique France. Et je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Quand vous dites suffisant, vous avez évalué la cible? Hein? Ça fait combien de personnes, quoi, en gros? Ah oui, sur les délais, vous avez parfaitement raison, pardon. Mais sur les délais, effectivement, ça nous donne une souplesse logistique, mais c'est comme pour les autres vaccins, c'est-à-dire qu'il y a une indication d'écart entre les doses, et puis on peut y aller la semaine suivante ou la semaine d'après, et ça ne pose pas de problème médical, si vous voulez. Donc ça offre effectivement pour nous une souplesse logistique aussi, mais c'est comme pour les autres vaccins, j'ai envie de vous dire. Professeur Lescure, vous pouvez préciser la cible? Peut-être, si je peux préciser, sauf si vous avez des sources, mais on avait des chercheurs en sciences sociales ont des données assez précises sur les prépeurs en France, sur les personnes, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes pratiquant les partenaires multiples. Et donc, si vous faites l'association des prépeurs, des VIH positifs ou négatifs ayant ce type de conduite à risque, vous arrivez sur un total d'environ 120 000 personnes. 120 000. Avant qu'on passe aux autres questions, est-ce que le fait de cibler uniquement les personnes que vous venez de définir, est-ce qu'on va passer à côté de cas chez d'autres personnes? C'est ma question. Et est-ce que, en plus, ça a un côté très stigmatisant, donc comment vous traitez ça en termes de communication? Alors, Madame la Présidente, sur votre question, va-t-on passer à côté d'autres profils? C'est l'objet, effectivement, et notre priorité actuellement dans les démarches de surveillance. On a bien caractérisé aujourd'hui la principale population à risque, hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, notamment multipartenaires, mais nous restons vigilants pour justement détecter d'éventuelles modifications avec des cas qui seraient rapportés de manière plus fréquente chez des femmes, chez des enfants bien évidemment, ou chez des travailleurs du sexe par exemple. Aujourd'hui, les données dont j'ai fait état, voilà, ce sont les dernières données dont nous disposons, mais nous concentrons bien évidemment nos investigations sur ces formes qui seraient atypiques. Bien. Alors, Laurence Cohen, Véronique Guillotin et Mélanie Vogel. Laurence Cohen. Oui, merci Madame la Présidente. Merci messieurs pour ces éléments. En fait, mes questions vont poursuivre ce qui vous a déjà été posé parce que effectivement le discours, on va dire officiel, de la DGS paraît
voilà, on maîtrise tout, on tient tout, on a tout anticipé, donc a pris en compte visiblement la pandémie du coronavirus, mais ça c'est sur le papier, mais en même temps on n'a aucun chiffre, on est obligé de vous croire sur parole. Donc c'est un petit peu compliqué, vous l'avouerez, pour les parlementaires que nous sommes. Alors moi, d'abord, première chose, je ne comprends pas votre argument de secret défense. Je ne vois pas ce que la défense vient faire dans l'histoire. Il ne me semble pas, mais peut-être que ça m'a échappé. Il me semble pas que le secret défense était invoqué pour la pandémie de coronavirus. Mais voilà. Donc pourquoi tout d'un coup il serait invoqué ici? C'est ma première question. Deuxième question, docteur Lazarus, j'ai pas très bien compris parce que vous avez dit, en parlant donc de cette variole dite du singe, que ce n'était pas une infection sexuellement transmissible, mais que ça s'en approchait. Et là, vous voyez, soit c'est sexuellement transmissible, mais s'en approcher, là non plus, je vois pas. Donc, est-ce que je peux avoir quelques petites précisions là-dessus? Ensuite, vous avez dit que les centres de vaccination, vous aviez donné des consignes pour qu'ils soient ouverts, qu'il y en ait plus qui soient ouverts. 70 centres de vaccination, si j'ai bien écouté. Mais est-ce que ces 70 centres de vaccination vont avoir le nombre de doses à la fois en préventif et en curatif? Voilà. Est-ce que on peut avoir plus de précision là-dessus? Et puis, je voudrais savoir aussi au niveau de l'anticipation, c'est-à-dire par rapport aux commandes et par rapport à la production, parce qu'on a bien vu là pendant le coronavirus que, moins qu'on puisse dire, c'est que on était plus que faible, pour pas dire inexistant en termes de production des vaccins. Là, je voudrais savoir si la France est en capacité de produire ces vaccins, et puis peut-être savoir également ces vaccins, ils viennent de quel labo? C'est quel labo qui fournit les vaccins? On est dépendant de quoi pour savoir à quelle sauce on peut être mangé, si c'est Pfizer ou d'autres? Voilà, merci d'avance. Alors, Véronique Guillotin, et pour terminer, Mélanie Vogel. Alors, ouais, merci Madame la Présidente. Je vais essayer d'aller vite dans mes questions. J'en avais plein, mais elles ont quasiment toutes été à l'ordre du jour, donc je vais les oublier. La prévention épidémio, le TROD et l'évaluation des vaccins, c'est les trois premières que je voulais poser, je les évacue. Il en reste deux. Est-ce qu'on est aujourd'hui, par définition, sur une endémie, une épidémie, ou est-ce qu'on surveille uniquement des cas sporadiques? Enfin, voilà à peu près à quel stade on est. C'est la première question. Et la deuxième, c'est sur, j'ai pas très bien compris, sur la transmission. Alors, est-ce qu'on est sur une maladie, visiblement, qui est transmise au départ par le rongeur à l'homme, donc est-ce qu'il faut qu'il soit mordu? Enfin, je sais pas, et ça impliquerait des préventions sur les métiers exposés aux rongeurs. Et la deuxième transmission interhumaine, est-ce que c'est une transmission de contact pure, ou est-ce que c'est une transmission avec une composante d'infection sexuellement transmissible par sécrétion génitale? Et du coup, est-ce qu'il y a une prévention spécifique, parce qu'on n'a pas parlé de rapports sexuels protégés, des choses comme ça, sur les publics dont on dit qu'ils sont plus spécifiquement atteints ou cibles? Voilà. Mélanie Vogel. Merci beaucoup. Merci pour cet exposé. Je suis désolée de revenir avec la même question qui va un peu vous embêter, mais j'avoue que moi aussi, j'ai du mal à comprendre l'utilisation de l'argument du secret défense, parce qu'en fait, on ne vous pose pas la question de savoir combien il y a de vaccins en stock pour nous protéger d'une éventuelle attaque biologique dans le cadre qui mettrait en péril la sécurité nationale. J'espère d'ailleurs, enfin je ne sais pas, mais que ces stocks-là, de toute façon, seront préservés et que ce qu'on utilise pour vacciner la population générale qui est potentiellement sujette aux infections ne réduit pas notre capacité à nous défendre contre une guerre biologique. Donc, c'est vrai que c'est compliqué pour nous. Je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le secret défense s'appliquerait à des stocks de vaccins qui n'ont pas vocation à être utilisés dans le cadre d'une attaque sur notre sécurité nationale. Ensuite, si vous voulez quand même pas nous répondre sur combien on a de vaccins, je vais essayer de poser la question différemment. Est-ce que vous pourriez nous dire combien de doses sont prévues pour être déstockées dans les semaines et les mois qui viennent? On a eu une petite indication, vous dites 120 000, donc ça c'est, si j'ai bien compris, les hommes...
voilà, cible hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes et sous PrEP. Je crois que ça exclut les travailleurs du sexe, etc. J'imagine que c'est donc un petit peu au-dessus de ça, le public cible. Parce que la question suivante, c'est les remontées de terrain qu'on a. En fait, on ne vous poserait pas cette question sur les stocks si, en gros, les remontées de terrain qu'on avait, c'était, en fait, tout va bien, les gens qui ont besoin de se faire vacciner arrivent à avoir un rendez-vous pour se faire vacciner. On se pose la question parce que les remontées qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de rendez-vous disponible. Doctolib a été activé, je crois, avant-hier. En une demi-journée, il y a plus de rendez-vous disponibles. Il y a des régions où on me dit qu'il n'y a pas du tout de centres qui apparaissent. Et donc, la question, c'est, du coup, c'est quoi le problème? Si c'est pas une question de stock, qu'est-ce qui explique en fait que les rendez-vous sont pas disponibles et à quel terme on peut résoudre le problème? Et la raison pour laquelle on est en inquiétude sur les stocks et qu'on comprend pas trop, c'est que, et là je me trompe peut-être, mais l'Union européenne a, il me semble, organisé un achat groupé de vaccins. La France a décidé de ne pas faire partie de cet achat groupé. Pourquoi? Quelle est la raison? Et est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'on est en difficulté aujourd'hui pour assurer les vaccinations? L'autre question, c'était sur, est-ce que vous pourriez médicalement nous dire les personnes qui ont été vaccinées pour la variole avant qu'on arrête, donc en 1984, ce que vous estimez être leur niveau de protection par rapport à la variole du singe? Ensuite, j'ai une question sur les protocoles d'isolement. Donc, les personnes qui ont été infectées, qui ne sont pas hospitalisées, qui sont donc, si j'ai bien compris, en isolement. On a quand même des retours de personnes qui n'ont pas forcément, qui sont pas suivies comme il faudrait ou qui n'ont pas assez d'informations sur ce qu'elles doivent faire pendant la période d'isolement. Comment vous gérez le contact avec les patients qui sont en isolement mais non hospitalisés? Et la dernière question, donc plutôt pour le gouvernement, c'est effectivement, on a une maladie qui n'est pas, et c'est bien de le rappeler, à proprement parler, sexuellement transmissible, dans le sens où elle n'est pas transmissible par le sperme, etc. Mais elle touche, pour tout un tas de raisons, aujourd'hui une communauté en particulier. Moi, je suis un peu inquiète des différentes violences, discriminations qui peuvent être générées par ça. On a vu au début de l'épidémie du Covid qu'il y avait des personnes identifiées comme chinoises qui se faisaient agresser dans le métro, dans la rue. Est-ce qu'au-delà de la communication en termes de prévention médicale, vous pensez aussi à une communication sur ce sujet-là pour éviter qu'on ait des violences et des attaques envers les communautés cibles? Merci. Merci. Alors, qui commence? Monsieur Coignard, vous demandez d'être assez concis. Alors, je peux répondre sur la question sur est-ce une IST? Effectivement, cette question-là est importante à répondre. Il y a plusieurs définitions de l'IST. Une infection sexuellement transmissible stricto sensu, c'est une infection qui est liée à un agent pathogène qui a été retrouvé dans les sécrétions génitales. Aujourd'hui, ça fait l'objet effectivement bien évidemment de travaux. Il y a quelques publications qui font état de présence d'ADN viral dans le sperme, mais est-ce qu'il s'agit d'un virus infectieux? Ça reste à prouver. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'évidence pour appliquer cette définition. Donc au sens stricto sensu, aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est une IST. Après, il y a une définition plus large de l'OMS de l'IST qui est celle de toute infection qui se transmet lors de rapports sexuels non protégés. La notion de rapport non protégé doit ici être comprise comme non protégé par un préservatif externe ou interne. Donc là aussi, il faut faire attention parce que si on qualifie le monkeypox d'IST, on va laisser penser éventuellement à certaines parties de la population que porter un préservatif en protège, ce qui n'est pas le cas puisqu'on l'a rappelé, c'est une infection qui se transmet principalement par des contacts directs de peau à peau en contact avec un patient qui a des lésions. Voilà, donc c'est pas non plus nouveau. Je rappelle qu'on a eu il y a quelques années des épidémies, comme l'herpès, tout à fait. On a eu il y a quelques années aussi des épidémies d'hépatite A ou de shigellose dans des communautés homosexuelles masculines. Et c'était des modes de transmission aussi de pathogènes non étiquetés IST, mais qui survenaient dans le cadre de rapports sexuels. Donc aujourd'hui, ni le CDC, ni l'OMS ne considèrent, ni les CDC aux États-Unis ne considèrent l'infection à monkeypox comme une IST,
Mais par contre, on est tous d'accord sur le fait qu'elle peut se transmettre durant des contacts intimes entre personnes. Et c'est vrai qu'à ce titre, ce n'est pas, et Clément Lazarus l'a rappelé, une maladie qui est spécifique de la communauté homosexuelle masculine. Aujourd'hui, c'est la principale population à risque, mais comme je l'ai dit, on reste très vigilant sur la détection de cas qui se transmettraient dans les mêmes circonstances, mais dans d'autres populations. Donc, pour répondre aussi à la question, est-ce qu'on est sur une endémie, une épidémie? On est clairement aujourd'hui sur une épidémie qui se concentre principalement dans une communauté homosexuelle masculine, avec de rares cas, je l'ai rappelé, 5 cas féminins et 2 cas pédiatriques qui sortent un peu de ce profil. Et je crois que j'ai répondu aux questions que j'avais repérées, mais je suis prêt à compléter si besoin. Alors, Monsieur Lazarus, sur le secret défense, dites-nous tout. Alors, je vais tout vous dire sur le secret défense. Donc, sur le secret défense, je vous l'ai dit, ce stock de vaccins antivarioliques, il a été constitué dans le cadre du plan Variole. Le plan Variole, il est piloté par le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Et donc, le secret lui appartient. Le secret lui appartient. Si je vous divulgue les choses qui sont couvertes par le secret, je risque 5 ans de prison et 100 000 € d'amende. Je vous trouve très pouce au crime, mais voilà, j'essaye de tenir bon. Voilà. Les vaccins qui sont dans ce stock, je ne rentre pas dans le détail pour les raisons que je viens d'évoquer, mais évidemment, ce sont des vaccins contre la variole et qu'on peut utiliser pour le vaccin de 3e génération pour le monkeypox. Et donc, c'est ça qu'on est en train de faire, c'est qu'on les utilise dans une autre indication que celle du stock. À ce stade, le stock est toujours couvert par le secret. Et ça perdure, on verra si... Nous, on n'a pas d'intérêt particulier à ce que ça le soit, je le dis clairement. Ce qui est important, c'est ce qu'on livre sur le terrain et ce qu'on prévoit d'approvisionner. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, je vous ai dit quelques milliers de doses qui sont déjà sur le terrain et d'autres quelques milliers qui sont en cours. Je peux préciser un peu les choses. On a déjà déstocké 7500 doses. Et on a 5000 doses qui sont déjà prévues pour la semaine prochaine et la semaine suivante. Et on continuera comme ça en fonction des besoins des ARS qui nous sont remontés. Et on organise le schéma logistique avec Santé publique France et avec au fur et à mesure des ouvertures de centres de vaccination. C'est pas le seul facteur qui pourrait être limitant. Je ne pense pas d'ailleurs que ça le soit puisqu'on livre en fonction des besoins. Ça peut prendre un peu de temps. Vous me ferez grâce, je répondrai à votre question, mais vous me ferez grâce qu'on ait aussi la semaine du 14 juillet et donc même avec la meilleure volonté des services de l'État et avec ces opérateurs, c'est pas complètement trivial comme contrainte et donc on continue à y travailler. Et puis il y a aussi toutes les contraintes de terrain, c'est-à-dire qu'il faut avoir les bras pour vacciner les organisations et ça nécessite du monde, des ressources humaines. Et Xavier, qui connaît bien ces contraintes, pourra vous en parler. C'est aussi ça la vraie vie et la réalité du terrain. Donc on essaye de monter en charge tous collectivement pour pouvoir avoir une offre de vaccination qui soit satisfaisante, qui permette que les gens qui souhaitent se faire vacciner le soient. On continue à le faire et on va suivre les choses et c'est bien l'objectif. Sur les commandes, je vous l'ai dit, il y avait déjà des stocks qui étaient présents. Dès le début de l'alerte, on a refait des commandes. Il y a une livraison qui est arrivée, il y a d'autres livraisons qui sont programmées et il y a des commandes qui sont à l'étude. Donc on continue. C'est sur la question de la commande européenne. Merci. Dans le cadre de cette commande, la priorité est donnée à des pays qui n'ont pas de stock. Nous, on a un stock. Et donc, l'idée est plutôt d'être solidaire avec nos collègues européens et que ceux qui le souhaitent puissent commander des stocks. Et donc, c'est comme ça qu'on a agi. On n'insulte pas l'avenir de dire que dans le futur, on essaye d'être pragmatique et d'agir dans un cadre européen coordonné. Sur les antécédents de vaccination variole, il y a un avis de la Haute Autorité de Santé. Effectivement, ils ont besoin que d'une seule dose, qui indique bien qu'il y a un niveau de protection qui
préexistent. Évidemment, plus l'ancienneté du vaccin est importante, moins le niveau de protection est fort, mais je laisserai mes collègues préciser. Et sur l'isolement, oui, sur les personnes qui ont vraiment besoin d'un accompagnement à l'isolement, il peut arriver qu'il y ait des hospitalisations pour accompagnement à l'isolement qui soient faites. Xavier Lescure pourra vous en parler. Les ARS, quand elles le peuvent et quand elles ont connaissance d'un cas qui a du mal à s'isoler, peuvent les accompagner, appeler plusieurs fois dans la semaine, essayer de voir et avoir une action pragmatique. Et il faut qu'on continue. L'isolement, a fortiori sur une période aussi longue de 21 jours, c'est pas simple et on le prend en compte aussi. Et voilà, il faut qu'on continue à y travailler. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et le labo, en fait, je suis en train de poser la question. Le labo s'appelle Bavarian Nordic. Je suis en train de poser la question de... Ah voilà, on me répond. C'est un labo danois avec des filiales en Allemagne, en Suisse et aux États-Unis. Mais j'avoue que je séchais sur la question, donc j'ai fait un appel à mes collègues. Alors, ah oui, ce sont des multidoses. C'est en monodose. C'est à dose unitaire. Alors, il y a des conditions de température pour la conservation et le transport qui fait que ce sujet n'est pas complètement simple, parce que c'est du moins 80 en stockage et moins 20 en transport. On ne peut pas s'abstraire des RCP du fabricant. On regarde de manière très rapprochée avec Santé publique France, avec la NSM, toutes les marges de facilitation qu'on peut se donner, mais c'est pas complètement simple. On a aussi l'expérience du Covid sur le moins 80 qui nous aide un petit peu. Alors, qui continue? Vous souhaitez prolonger un petit peu? Et puis ensuite, professeur Lescure, pour terminer. Oui, moi, je voulais donner quelques éléments sur la question de la discrimination de la population LGBT. Ça, c'est quelque chose auquel on a été extrêmement sensible dès le début. Et on est en travail très en lien, le docteur Lazarus l'a rappelé tout à l'heure, avec des associations LGBT. On travaille avec eux depuis longtemps, on travaille sur le terrain avec eux. C'est eux qui diffusent nos flyers. Et je l'ai dit tout à l'heure, ils considèrent aussi que SexoSafe est une référence. Et donc, le choix qu'on a fait en matière de communication, c'est de cibler cette population-là, mais vraiment en termes de cible comme en marketing, et en revanche, de jamais l'évoquer pour essayer de limiter au maximum les amalgames. Et plus largement, sur la question de la discrimination, on est dans une démarche à Santé publique France d'essayer de faire évoluer dans le bon sens les représentations de l'ensemble de la population sur ces questions, en particulier sur les populations LGBT. Très bien. Et pour terminer, professeur Lescure, pour compléter des points. Des réponses courtes. La première sur les centres de vaccination. Aujourd'hui, comme l'a rappelé Clément Lazarus, il y a des centres qui sont référencés, mais c'est vrai que pour tout vous dire, certains ne sont pas encore activés. Et comme le disait Clément, on est dans une période compliquée pour actionner des activités nouvelles. Et je pense que malgré tout, tout le monde fait preuve de bonne volonté dans le contexte. Mais c'est vrai que, premièrement, il y a du monde au portillon, entre guillemets, et donc on a beaucoup de déceptions en termes des attentes, et on a des rendez-vous qui sont beaucoup trop loin par rapport à un été que les gens aimeraient plus festif et moins contraint. Pour résumer les affaires. Et deuxièmement, on a beaucoup de difficultés sur le terrain à prioriser le post-exposition par rapport à la pré-exposition, notamment, par exemple, sur des prises de rendez-vous Doctolib, etc. Et donc, il y a des difficultés opérationnelles qui sont toujours présentes. Deuxième point, sur la question des IST, je ne reviendrai pas sur les définitions très précises du docteur Bruno Coignard, pardon. Ce qui est clair, c'est que et comme le disait Clément Lazarus, aujourd'hui, on n'a pas toutes les preuves, mais on a un certain nombre d'éléments dans un faisceau qui probablement concourent à considérer de façon pragmatique qu'on peut parler d'IST. De façon pragmatique, les Anglais recommandent le port du préservatif jusqu'à 8 semaines après. Le virus a été détecté dans les liquides biologiques, notamment le liquide séminal et le sperme. Pour les virologues, on a un virus extrêmement solide. Et donc, quand on trouve ce virus, on considère, et les virologues considèrent qu'il est infectant. Et on a une sémiologie au niveau génital et au niveau des muqueuses qui semble évoquer vraiment une transmission par le rapport sexuel, au-delà des contacts répétés, intimes, au niveau cutané.
Le troisième point par rapport à la question des laboratoires, ça a été précisé. Il y a 2 laboratoires, un effectivement danois et l'autre américain. Sur la question de la population cible, c'est 120 000, dont 40 000 prépeurs. Mais ça, voilà. Sur la question du niveau de protection, on a des études qui ne sont pas publiées, qui viennent du laboratoire des virus émergents de Marseille, qui, dans une étude de séroprévalence en France, montre le niveau de protection en termes d'anticorps efficaces contre la variole et donc protecteurs contre monkeypox aux alentours de 10%, qui est à peu près la proportion de personnes de plus de 50 ans qui ont eu la vaccination. On sait que la vaccination s'est arrêtée avant et que l'arrêt de la vaccination a été anticipé sur les recommandations. Et donc, on a une population cible non immune très importante en France. Vous parliez des difficultés à l'isolement, on le voit sur le terrain. Ce dont ça a été rappelé, les difficultés aussi du contact tracing font que la vaccination pré-exposition est clairement bienvenue si on essayait de contenir la dynamique de ce virus. Et dernier point par rapport au docteur Clément Lazarus qui parlait de cadre européen coordonné, pour vous donner une bonne nouvelle aussi, en termes de recherche sur la maladie, les choses, et on a beaucoup tiré de leçons par rapport à ce qui a été fait sur Covid au début, il y a une cohorte européenne et une seule qui permettra de décrire l'histoire naturelle de la maladie dans les contrées en dehors de la zone d'endémie. Et il y a des discussions pour avoir des essais cliniques multicentriques, multi-pays, qui sont en cours aujourd'hui au plus haut niveau des organisations non gouvernementales. Écoutez, merci beaucoup pour ces précisions. On va suivre l'évolution de cette... Mais il était important, en effet, pour notre commission qu'on puisse vous entendre. Donc, merci à tous les 4 de votre participation ce matin. Et bonne fin d'après-midi. Je rappelle à mes collègues que nous avons rendez-vous salle René Coty